En direct de la Réunion, bienvenue à Sur la route avec Marianne Logan. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de la gamme Boost Energy conçue pour te donner un coup de fouette rapide pendant tes entraînements ou tes courses. La Boost Energy, ça combine les glucides simples et complexes pour une source d'énergie immédiate et prolongée sans crash. Parfait pour repartir fort après un passage difficile ou dans les derniers kilomètres. Le ratio 2:1 de glucose-fructose optimise l'absorption des glucides en minimisant les risques de problèmes digestifs. Une autre particularité de la gamme Boost, c'est le goût neutre. Ça descend bien, ça évite la fatigue gustative, puis ça se combine bien avec tout le reste de ta nutrition. La Boost Energy vient en format gel avec 25 g de glucides et en drink mix qui te procure 60 g de carbs par 500 ml d'eau. C'est révolutionnaire et c'est fait par une entreprise québécoise. Et comme d'habitude, NAC t'offre 15% avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS sur ta première commande sur le NAC.com. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 253 de Pas sorti du bois, le retour de Marianne Logan. Marianne, ça fait depuis l'épisode 240, je crois qu'on n'a pas fait un sur la route. C'est quasiment notre plus long stretch sans en faire. Puis pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était dans le confort du salon chez Thomas Duhamel qu'on s'était jasé. Là, ce serait impossible de faire ça en vrai, sauf si moi aussi j'étais à La Réunion. T'es sur l'île de La Réunion pour la Diagonale. Comment ça se passe? Comment ça va? Écoute, ça va. Je m'adapte tranquillement. C'est sûr que c'est une adaptation. Les sentiers ici, là, au niveau technicité, c'est certain que ça va être un challenge, disons. Pour moi. C'est drôle parce que la semaine passée, j'ai enregistré avec Xavier Saint-Cyr qui parlait justement de son UTHC avec Mathieu qui ont partagé cette victoire-là. Puis il me disait que Mathieu lui disait à quel point hey, c'est tough le technique. J'ai perdu l'habitude. Puis bon, quand on vit au Québec et qu'on est ici tout le temps, on perd jamais vraiment cette habitude-là des sentiers techniques. Ou en tout cas, peut-être des fois en mai, quand on reprend les sentiers quand la neige a fondu, il y a une petite adaptation, mais on est toujours là-dedans. Toi, pareil, je veux dire, tu as vécu les sentiers techniques du Québec en masse, tu as bien performé dans les sentiers techniques aussi, mais ça fait longtemps que tu as passé des longs moments au Québec, puis là où tu es dans les derniers temps, je pense que c'est un peu plus roulant. Là, tu tombes à la Diagonale, à La Réunion, où c'est ultra technique. Le corps doit réapprendre ça. Ouais, c'est sûr. C'est surtout le corps et le cerveau aussi. Là. Le cerveau, je pense qu'il faut qu'il s'adapte à ce qui se passe. C'est sûr que on a toujours un peu affaire à des sentiers techniques, peu importe où on va dans le monde, on peut en trouver. Mais une préparation pour la Western, c'est sûr que c'est pas la même qu'une préparation pour la Diag, ni une préparation pour l'UTMB. Donc, ça a été une petite adaptation. Puis c'est sûr que là, ces derniers jours, je me dis, ah ouais, il va falloir que je pratique un peu mes descentes techniques ici parce que sinon, ça va me coûter cher. Je pense que la Diag, c'est très, très pentu. Là. Quand ça grimpe, c'est hyper à pic. Ils ont pas fait des petits switchbacks doux pour tranquillement monter. Ils montent direct. Puis je pense que c'est pareil pour les descentes. Ouais, les montées, ça me stresse un peu moins. Si j'ai technique en montée, ça me dérange un peu moins. Mais les descentes, je me dis, ah ouais, il y a pas beaucoup de kilomètres gratuits, comme j'aime les appeler ici. Ouais, puis tu nous l'as parlé souvent, je pense autant à The Canyons qu'à Western, c'est dans les descentes que tu peux justement reprendre puis gonner un peu, rattraper des places ou reprendre une distance sur les plus proches poursuivantes. Là, dans ce cas-ci, comme tu dis, c'est pas des kilomètres gratuits, c'est pentu puis on peut pas ouvrir la machine. Là. Non, en fait, il y en a qui peuvent, ça c'est certain, mais moi, c'est un peu moins dans mes cordes. Donc, mais en vrai, je suis contente. Je suis venue exactement pour ça, c'est de me sortir de ma zone de confort, puis élargir un peu mes compétences. Donc ça fait plaisir de me retrouver là-dedans. C'est juste que oui,
pour le moment, c'est sûr que c'est un choc pour le système. Puis les sorties de 30 km me prennent beaucoup plus longtemps que prévu, disons. C'est clair, ben avec les courses que tu as faites dans le passé, il est fort à parier que la diagonale va être ta plus longue en termes de, ben, peut-être de distance, mais surtout de temps. Ouais, surtout de temps, ouais. C'est plus le temps qui ça va On est être plus déjà, long. ben oui, c'est ça. On est déjà embarqué dans la diagonale, mais la première question, on l'a skippé. Qu'est-ce que tu bois, Marianne? Mais je me suis mise dans le thème. Écoute, je me suis pris une dodo. Juste la bière réunionnaise, là. On est allé Pour, avec pour la vraiment bière se locale. mettre dans l'ambiance. La bière locale, ouais, c'est important de supporter local. Ben, j'espère. Avec 10 ou 14 heures, je sais plus de time change. Allez, je vais te le dire en français, je suis capable de dire décalage horaire. Avec 10 heures de décalage horaire, j'ai pas malheureusement une bière locale de mon côté. J'étais avec un café, puis c'était un pas sorti du bois. Fait qu'on est dans la thématique. Cheers à toi. Merci d'être là une fois de plus. Santé, yes. Merci de nous recevoir. On est tombé vite dans la diagonale parce que tu es à la Réunion, mais j'ai le goût qu'on reprenne un peu. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était quelques semaines après la Western State. Et à ce moment-là, tu te questionnais à savoir si tu allais faire ce saut-là de tout de suite te lancer sur l'UTMB. Tu en as parlé en masse de cette décision-là, mais j'ai le goût quand même que tu la partages aux auditeurs de Pas sorti du bois. Qu'est-ce qui a nourri cette réflexion-là de se dire, je suis pas prête pour l'UTMB, ça va aller à plus tard? Ben, en fait, une décision qui était assez facile à prendre juste parce que mon corps en a décidé autant. Ça m'a pris beaucoup de temps à recourir après la Western. J'ai pris tout le mois de juillet pratiquement off. Vraiment rien faire. J'avais de la douleur encore quand je montais les marches. J'avais de la douleur en marchant. Et ça nous a pris un peu de temps à déterminer un peu qu'est-ce qui se passait avec moi. Et puis finalement, on a trouvé une protrusion discale au niveau de la L4, L5, qui correspondait beaucoup, en fait, qui expliquait mes douleurs à mon dos, mes douleurs à ma fesse et des douleurs un peu qui étaient du type sciatique. Donc, ça a pris du temps à déterminer tout ça et puis ça a pris du temps surtout d'éliminer la douleur. Je pense que quand j'ai recommencé même à courir début août, j'avais encore la douleur, puis c'était clair que rendu là que je pouvais pas courir un 100 miles à l'UTMB. Et j'ai trouvé ça drôle parce que je recevais de plus en, tu sais, j'ai recommencé à courir au mois d'août et c'est vrai que oui, je recommençais à courir, mais il y a une différence entre courir 20 km puis s'aligner sur l'UTMB pour un 160 miles. J'avais beaucoup de gens qui me demandaient alors tu vas courir à l'UTMB et je me disais ouais, franchement, je pense que les gens, il faut respecter la distance, puis il faut respecter le défi là, qu'il y a un 100 mars. Puis c'était vraiment une décision claire. Là. En fait, c'est une décision qui était absolument la meilleure pour moi au moment là, c'est de ne pas courir l'UTMB puis de voir une autre option. Et puis c'est là que la diag est un peu venue comme une bonne option pour moi. Une option différente de l'UTMB, mais quand même sur un profil qui est similaire, un peu plus technique comme on le disait. Tu as vécu l'UTMB quand même d'une autre façon. J'ai eu la chance de parler avec Camille, puis merci de la petite mise en contact, mais j'ai pu l'interviewer dans les journées avant. Puis on s'est croisés de nuit à Courmayeur quand on courait dans la petite ville. J'en ai parlé plusieurs fois parce que c'est un de mes bons souvenirs de cette boucle-là autour du Mont-Blanc, cette nuit-là, dans Courmayeur, où c'est super tranquille, petite rue sinueuse, puis à un moment donné, on voyait les coureurs passer, puis à un moment donné, bang, Marianne est là, fait qu'on a jasé 5 minutes là avec, je pense qu'il y avait William Denac qui était là. Qui était là pour faire le crew. Comment ça s'est passé, cette expérience-là, de faire cette course-là avec Camille? Ben, moi, j'ai adoré, là. C'est sûr que c'est quelque chose que j'adore, c'est de faire la coupe pour des gens qui me sont chers et Camille fait partie de ces gens-là. Donc, c'est certain que j'ai adoré l'expérience. Et puis, en plus, Camille, elle est une super belle course. Et puis, en fait, moi, ça me fait vivre tout plein d'émotions. Puis, j'étais à fond dans la course, là, même que je me rappelle te parler, puis tout d'un coup, de réaliser qu'il fallait que je parte et Elle venait de passer où elle s'en venait. Et en 2 secondes, en fait, la décision était finie, puis je suis partie, puis j'ai vraiment vécu, en fait, une course extraordinaire à suivre Camille autour du Mont Blanc, puis ça faisait plaisir à voir. Camille a eu beaucoup de difficultés dans la dernière année, les années avant ça, avec des complications de santé de son côté. Et donc, ça a fait vraiment plaisir de pouvoir la voir, en fait, au sommet de sa forme, puis, en fait, au devant d'une course comme UTMB, puis, je trouve ça intéressant aussi. Je pense que en tant que coureur, il y a beaucoup à gagner de suivre une course comme ça de l'extérieur. Je pense que des fois, quand on est en tant que coureur, puis on est dans la course, tu as l'impression que en fait tout est super important, mais je trouve ça super bien
En fait, je trouve ça beau de voir quand tu suis une course comme tu suis une course comme UTMB, tu vois, par exemple, en fait, les gens qui sont peut-être premiers à Contamine, c'est pas du tout les gens qui sont premiers à chanter et à Triant et à Vélocité et ainsi de suite. Et je pense que c'est une expérience qui peut être très bénéfique, en fait, pour chaque coureur qui veut essayer de comprendre, en fait, quelle est la meilleure stratégie pour une course. Et c'est certain que pour moi, ça peut m'aider aussi pour le futur, là, d'essayer de comprendre la gestion de course plus de l'extérieur comme ça. Mais en premier, c'est sûr que ça a été trop cool de suivre Cam, puis de voir la journée qu'elle a eue, puis de la voir sincèrement sourire du début à la fin, quoi. Ça change de votre expérience que vous avez vécue ensemble à la Hard Rock. On en avait déjà parlé, mais elle avait encore là fait une excellente performance, mais ça avait été, je pense, très difficile comme journée parce que, pour plein de raisons, dont le fait que la Hard Rock est difficile, mais de l'extérieur, c'est ce qu'on semble avoir vu de Camille sur cette performance-là. Ça a l'air de s'être passé comme elle voulait. Puis comme tu le disais, de faire le crew, faire le pacer, faire du bénévolat dans une course, on apprend aussi comme coureur, puis des fois dans des saisons trop chargées où on veut tout faire, de laisser faire un dossard, puis plutôt aller bénévoler ou aider un ami, ou tu sais, on grandit comme coureur aussi à le faire parce qu'on voit ce qui marche pour d'autres, puis on peut le tester sur nous, puis on peut voir des nouvelles affaires qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais essayé. Toi, de ce que tu as vécu à l'UTMB cette année avec Camille, qu'est-ce que tu retires, puis tu vas tenter d'appliquer à ta propre course à la Diag? Ben, en fait, moi, ce que je trouve beau, c'est que souvent, quand c'est notre propre course, on a tendance à retirer plus de négatif que de positif. Et puis là, en fait, ce qui a été cool, c'est que pour moi, j'ai vécu la course seulement en voyant le positif de la course de Camille. Puis, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment essayer d'amener de mon côté pour la Diag. Mais c'est aussi, en fait, une leçon primordiale qui devrait être de base là, pour chaque summer, c'est que ben, c'est long un summer, puis beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, le premier 10 kilomètres, t'as pas besoin d'être, t'as pas besoin d'être en avant, t'as pas besoin d'être la première. Puis, je pense que Camille a très bien démontré ça. Puis, elle me démontre toujours ça, mais c'est sûr que de le voir de face, c'est sûr que c'est une belle expérience et une belle leçon. On a beaucoup d'exemples à travers les années aussi de justement de gens qui sont patients dans les débuts des 100 000. Puis c'est très, très rare les courses où le coureur, la coureuse qui passe en premier ou deuxième ravito croise la ligne d'arrivée en premier puis en deux. Tu sais, c'est arrivé, mais c'est rare. Ouais, exact. Euh, Parle-moi de l'entraînement qui a repris au mois d'août, puis qui semble avoir très bien été, cette progression-là, ce retour-là du gros volume. Ouais, ça a bien été. J'ai été patiente, je pense. C'est sûr que je peux toujours être plus patiente, mais je pense que vraiment de ce côté-ci, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. En fait, j'ai fait une belle progression. Ça a été super cool aussi parce qu'il y a Martina dans mon équipe qui se remettait aussi en forme en même temps que moi. Donc, on a partagé beaucoup d'entraînement ensemble et ça faisait vraiment plaisir. On a passé du temps en équipe ensemble à Val-Cheny, une région en France qu'on affectionne beaucoup avec l'équipe Salomon. Et puis, oui, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai été très progressive. J'ai complémenté avec le vélo autant que possible jusqu'à ce que j'arrive ici à la Diag. Je t'avouerai que ben, la semaine de l'Ultra Spirit, ça a été une semaine un peu plus haut en volume et ça s'est suivi par un gros voyage parce que j'ai dû prendre le train pour aller à Paris et ensuite j'ai dû passer des heures dans un avion et puis être assise longuement. C'est sûr que c'est pas très bon pour mes douleurs au dos. Donc, quand je suis arrivée ici à Lille, ça m'a inquiété un peu parce qu'il y a des vieilles douleurs qui sont ressorties. Mais je pense que mes réflexes sont mieux qu'ils étaient et puis j'ai essayé en fait de relaxer pour faire en sorte que les douleurs ne s'enflamment pas comme ils sont parties là dans tous les sens début juin. Fait que je pense que je me suis bien ajustée à ce niveau-là, mais c'est certain que on s'entend qu'une protrusion discale, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Puis je pense que c'est une condition avec laquelle je vais devoir travailler et contrôler dans les prochains mois. Donc, je fais beaucoup de renforcement musculaire, du travail à renforcement musculaire pour m'assurer que je reste au-dessus de ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je dois travailler là, à chaque semaine. Tu parlais de Martina qui est en reprise aussi en même temps que toi. Elle a très bien fait au championnat du monde la semaine passée. Je tenais à le mentionner. Ouais. Tu parlais de l'Ultra Spirit, puis j'ai le goût qu'on en jase parce que c'est un événement qui est organisé par François Den, mais
Ouais. C'est particulier comme événement. Parle-nous du concept, de comment ça fonctionne, cet ultra-là. Ouais, c'est vraiment cool parce que c'est une course en fait, mais qui n'est pas vraiment une course, c'est dur à décrire, mais c'est plus un événement sportif, disons. C'est une course en fait, qui est aussi dans le fond, à chaque fin de journée, on a toujours des épreuves. Donc, on fait une course et à chaque ravitaillement qu'on fait, ou pas à chaque, mais à chaque deuxième ravitaillement, par exemple, il y a une activité aussi qui se fait et qui donne l'opportunité aux équipes d'aller ramasser des points. Et donc, c'est un événement très, mais c'est aussi un événement sportif et intellectuel parce qu'il y a certaines questions, il y a certaines activités, c'est des questions. Puis c'est vraiment un événement qui est super le fun parce qu'on passe un week-end en bivouac au sommet du Cormet de Roseland dans le Beaufortin qui est magnifique. Et puis cette année, on a eu la chance d'avoir de la super belle température. Et puis, on a mis en place une équipe qui pour moi valait pour énormément beaucoup parce que j'ai pu inviter Olivier Gagnon, qui était mon partenaire d'entraînement premier quand j'étais au Québec, et puis Camille, qui est ma partenaire première d'entraînement quand je suis en France. Donc, je trouvais que c'est vraiment le fun de ramasser ces deux personnes-là ensemble qui évidemment s'entendent très bien. Puis on a fait une belle équipe. C'est sûr que en fait, c'était cool la dynamique parce que Camille se remettait du jumping, moi je me mettais en forme pour la diag et puis Oli, c'est sûr que c'est sûr qu'on le sortait de sa zone de confort avec des distances beaucoup plus longues que ce à quoi il était habitué ces derniers temps. Le samedi, on a couru 55 km et 4000 mètres de D+, donc c'est sûr que c'était assez costaud. Mais c'est cool parce que il a super bien réagi, puis en fait il était super en forme, puis on a eu vraiment du fun tout au long du week-end, puis ouais c'est cool, c'était vraiment un bel événement, puis je pense que c'est une belle façon pour moi de faire une grosse fin de semaine sans trop m'en rendre compte en vue de la diag, c'est sûr. En mode plaisir. En mode plaisir, ouais, toujours en mode plaisir. Et une question très importante que j'ai pour toi, j'ai pas capté, c'était quoi le nom de votre équipe? Je sais pas, je me rappelle plus. Faudrait que tu me le rappelles. Fait que l'histoire qui est super drôle, c'est que Camille a donné le nom de notre équipe sans trop savoir qu'est-ce que ça voulait dire ou sans trop savoir en fait la difficulté en fait le mot en tant que tel. Donc on s'appelait l'équipe Tabarnak. Et puis pour moi, il a fallu que j'explique à Camille que c'est pas vraiment un mot que je me voyais utiliser au quotidien ou que j'utilisais au quotidien. Et même que je me sentais à l'aise de dire haut et fort, donc je m'excuse pour les auditeurs à l'utiliser, mais bon, en vrai, dans un contexte français, c'était pas si grave que ça, puis ça a été drôle parce qu'à chaque fois qu'on le disait, en fait, ça me faisait réagir, mais c'est vrai que les Français, je pense pas qu'ils réalisent, ou je pense pas oui, ils trouvent ça drôle comme mot, mais ça a peut-être pas la vulgarité que ça pourrait avoir au Québec, donc on s'est bien amusé avec ce nom-là, puis quand on se faisait appeler sur le podium, ça nous faisait bien rire à chaque fois. C'est malade. Tu parlais de la journée de 55 km, 4000. Au total, cet Ultra Spirit-là, c'était quoi les étapes? Ça t'a fait des journées de combien? La 55, c'était la plus longue, mais au total, je pense que c'est 120 ou 125 km et proche de 9000 mètres de D+. Donc, le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est un peu plus court, mais parce qu'il faut se rendre et après, il faut partir le dimanche soir. Mais c'est quand même un bon week-end choc avec un bon ratio. Puis, à noter que le 55 km avec 4000 était assez technique. Donc, vraiment une bonne mise en bouche pour ce qui m'attendait à la diag. Mais c'est beau, c'est le fun parce qu'on a parcouru beaucoup de sentiers qui étaient autour du sentier de l'UTMB mais qui sont beaucoup plus jolis. C'est pas les autoroutes. On est passé. Donc, on a fait du col du bonhomme au col de la Seine, mais par le sentier en hauteur. OK. Donc, j'avais jamais remarqué. En fait, pour toutes les fois qu'on a fait le tour du Mont Blanc, j'avais jamais remarqué ces sentiers-là. Puis, c'est cool maintenant parce que j'ai une meilleure idée de ce qui se retrouve autour de ces montagnes-là. C'était cool. C'est cool. T'en as-tu profité tant qu'à te préparer pour la diag puis d'être dans un événement organisé par quelqu'un qui l'a gagné 4 fois, d'aller chercher quelques informations, quelques conseils de François Den? François, en fait, c'est cool avec François, c'est qu'il est toujours disponible pour suggérer beaucoup de choses en amont et pour la prépa et pour la course et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'on avait discutées là. En fait, la meilleure façon de me préparer pour la diag. Puis, oui, on a eu la chance d'en discuter, notamment les sections
que je devais reconnaître, etc. là, ici, pendant que je suis ici à La Réunion. Fait que là, gros week-end choc à l'Ultra Spirit. Après ça, on se déplace vers la Réunion pour la préparation de la diagonale. Euh, Avec ton coach Simon Gosselin, comment vous avez planifié ces 3 semaines-là, dans le fond, 3 semaines ou 4 semaines à la Réunion en amont de la course? Ouais, en fait, ouais, c'est plus, on avait une préparation qui était prévue et oui, effectivement, on a des portions que j'ai à reconnaître. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sait maintenant que quand je suis à fleur de peau, là, comme ça, par rapport à mon dos, ben, c'est plus une planification qu'on doit faire pratiquement au jour le jour, mais on se dit, OK, est-ce que demain tu peux faire ça? Est-ce que demain tu devrais pas faire ça? Plutôt. Donc, on est plus là-dedans en ce moment, c'est ma réalité, puis j'en suis consciente. Même si, oui, la diag me donnait plus de temps que depuis l'UTMB là, en termes de préparation, c'est sûr que ça fait quand même un turnaround assez serré là, parce que j'ai eu une protrusion début juin. Donc, c'est sûr que ben, je le respecte. Et puis, l'idée, c'est que ben, potentiellement que je vais me retrouver sur la ligne de départ de la diag à une forme moindre que 100%, mais au moins j'aurai une santé optimale et non suboptimale. Donc, c'est plus dans ce contexte-là qu'on est en ce moment. Dans les parties que tu as prévu reconnaître, c'est lesquelles? Parce que tu disais, je me rappelle pas si c'était avant ou après qu'on a commencé à enregistrer, mais que tu feras pas l'intégralité du parcours en Ouais. reconnaissance, mais tu as ciblé des portions. C'est lesquelles? Ben, en vrai, j'ai la chance, là, depuis que je suis ici, je suis entourée de gens locaux. Donc, Nico Rivière qui est arrivé deuxième de la DEAG en 2019 et un ami à Camille qui s'appelle Urco. Ils m'ont bien suggéré là, les portions qu'on devrait reconnaître. Et donc, c'est plus, je te dirais, le milieu de la DEAG, mais aussi on a reconnu la fin de semaine passée. Mais là, on va se faire un bloc de 3 jours qui va nous permettre de reconnaître peut-être au début du kilomètre 55 jusqu'au kilomètre 140 ou quelque chose comme ça. Donc, toute la section dans ma fat et les grosses montées comme le Maïdou et des choses comme ça. Je suis déjà allée voir le Maïdou parce que je suis allée courir sur la canalisation des Orangers et je suis remontée par le Maïdou. Donc, j'ai vu des portions du parcours déjà. Mais là, on va se faire une portion, en fait, 3 jours là, de portions plus centre. Et à noter aussi que la diagonale passe aussi par des sentiers privés, donc le début de la course ne peut pas être reconnu dans tous les cas. Et puis les premiers 14 kilomètres, on m'a dit que c'était plus de la route et que ça ne valait pas nécessairement la peine d'être reconnu. Donc voilà. On le sait, la diagonale n'a pas le droit d'avoir des bâtons pour un 100 000 qui Ouais. fait plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est particulier, c'est une particularité de cette course-là. Est-ce que les bâtons sont bien rangés puis on les sort pas? Ouais. Je les ai pas 100% de la amenés à la préparation. maison. Tu l'as même pas? Mm, Non, je les ai pas amenés. Le mois d'août, je t'avouerai que j'ai utilisé les bâtons juste parce qu'on essayait aussi de protéger mon dos. Donc, tout le mois d'août, je me suis entraînée avec les bâtons. Puis, depuis début septembre, là, j'ai fait sans bâton. Toute l'ultra spirit, j'ai fait sans bâton. Et en fait, je me suis surprise parce que je me suis quand même adaptée rapidement à cette nouvelle réalité. Je me rappelle qu'en 2023, quand j'avais fait l'Ultra Spirit avec Cathy Scheid et Camille, et puis que ces deux-là avaient fait l'intégralité de l'Ultra Spirit sans bâton, ça m'avait vraiment choqué. Mais là, j'ai fait la même chose, puis je me sentais bien, puis c'est encore un bon rappel qu'en fait, ton corps, il s'adapte si tu l'entraînes assez de fois sans bâton, mais ton corps, en fait, il s'adapte à monter les montagnes sans bâton. Mais effectivement, c'est sûr que ça aussi, c'est une autre chose qui me sort de ma zone de confort parce que moi, mes bâtons, c'était quand même quelque chose que j'utilisais beaucoup là, dans mes courses assez montagnardes comme l'UTMB, mais aussi, par exemple, la Swiss Canyon, qui est une course qui est pas très montagnarde que j'ai fait. Moi, j'ai utilisé les bâtons, ouais, je suis quelqu'un qui va toujours tourner vers les bâtons dès que je peux, mais là, dans ce cas-ci, ça me fait pratiquer ça, puis je pense que ça va payer pour le futur. Ouais, clairement, on pousse sur les jambes avec les bras en montant quand c'est à pic, puis le corps s'adapte, mais c'est vrai que c'est une particularité quand on est habitué de le faire, puis je veux pas dire, Ouais, c'est pas une béquille, pas du tout, mais je veux dire, ça devient une extension de soi, nos bâtons, quand on en fait autant, tu sais, des années, des kilomètres, des milliers de kilomètres avec les bâtons, ça devient une seconde nature, là, c'est comme réapprendre un peu à monter d'une façon différente, là. ouais, exactement.
Exactement. Tu as fait la Mascareigne en 2019, une année où il y avait une quarantaine de Québécois, je pense, qui étaient à la Diag. C'était organisé par la Clinique du Coureur, les Guerriers du Grand Raid. Vous étiez plusieurs sur tout plein de distances. Il y avait des Québécois qui avaient très, très bien fait. Cette mascareigne-là, tu l'as déjà raconté sur le podcast, tu étais blessé, tu avais pris le départ, puis tu l'avais pris en mode relax, je crois. Tu as quand même Ouais. reconnu des portions du parcours. Est-ce que de l'avoir fait, d'avoir déjà participé à l'événement, d'avoir déjà vécu cette folie-là, parce que je pense que c'est ce qui surprend beaucoup les gens quand ils arrivent à la Diagonale ou au Grand Raid, l'événement en général, c'est l'intensité des réunionnais, l'intensité de l'ambiance. De l'avoir déjà fait, ça te met en confiance pour la suite, ça te prépare à ce qui t'attend? Oui, ça m'avait surtout donné le goût de revenir. Je Ouais. pense que quand j'étais venue en 2019, effectivement, ben, en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast à ce moment-là, moi, j'ai marché l'intégralité de la Mascareigne en 2019. Et donc, j'ai pu voir les parcours sans vraiment plus en profiter. Par contre, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré l'île et j'avais surtout, ouais, l'ambiance, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant ici. Ce qui est différent peut-être des autres endroits dans le monde, ce qui est cool à la Réunion, c'est que ben, en fait tout le monde, en fait, l'île vit pour la Diagonale des Fous dans le temps, dans le mois d'octobre. Je t'ai dit avant de rentrer en onde que j'ai jamais vu une place avec autant de coureurs sur un parcours comme j'ai vu ce week-end. Là, dimanche, on a reconnu les derniers 25 kilos de la course, puis il y avait des coureurs de partout, puis c'est beau à voir. Quand tu dis aux gens ici que tu cours la Diag, ben, en fait, tout le monde sait exactement de quoi tu parles. Et puis, c'est pas pareil que, par exemple, bon, si on est à Montréal, puis il y a quelqu'un qui court le DHC, s'il est pas coureur, ben, il sait pas nécessairement c'est quoi. Ou j'ai dit l'UTHC, mais le QMT, ou peu importe c'est quoi la course au Québec. Mon point, c'est que ici, vraiment, que tu cours ou tu cours pas, tu sais ce qui est la Diag et tu sens que ben, la fébrilité puis l'excitation pour la course est vraiment présente. Puis ça, c'est cool. Et puis j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le jour de la course, mais c'est certain que dans tous les cas, l'ambiance devrait être assez excellente. Mais la course est diffusée sur la télé locale. Tu sais, ça dépasse les frontières de ceux qui font du sport, qui savent ce que c'est. Comme tu dis, coureur de route, tu parles du THC, QMT, il sait ce que c'est au Québec parce qu'il connaît des gens, mais tu parles à ton collègue qui court pas, nos grandes courses qu'il connaît pas. Là-bas, le monde vive pour cette course-là. Puis c'est comme leurs Jeux olympiques une fois par année qui revient, puis ça a l'air complètement fou l'ambiance, hein. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une différence, c'est que ici, tout le monde, tu sais, la fin de semaine à Diag, tout le monde est focus Diag, que tu la fasses ou que tu la fasses pas, que tu sois coureur ou pas coureur, je pense que tu vis au rythme de la Diag quand même, là. Puis cette course-là est complexe, je pense, aussi pour les crews, pour le suivi. C'est quoi ton plan de match pour le jour de la course? As-tu une équipe qui te suit? Ouais, en fait, je suis chanceuse parce que ben, j'ai des gens qui ont été très motivés de m'accompagner à la réunion. Je trouve ça vraiment fun parce que c'est une équipe qui s'est mise en place sans que j'ai eu besoin de la mettre en place. J'ai Camille qui va arriver le 10. J'ai Emeline qui est notre kiné physio de l'équipe et qui va venir aider aussi sur les ravitaillements, qui était là aussi pour ma question. Et j'ai deux amis aussi, Hélène et Sébastien, qui sont deux amis à moi qui vont aussi venir pour la course. Donc, je vais sûrement faire deux équipes de deux. Oui, effectivement, il va falloir. Il y en a parmi eux qui vont devoir aussi courir, faire certains ravitaillements. C'est vrai que c'est une course qui est très, très difficile à ravitailler, mais j'ai la chance que Hélène, elle est venue plusieurs fois à la Réunion. Camille, effectivement, a fait la diag deux fois et puis Emeline a fait la crew de Camille lorsqu'elle a fait la diag. Donc, j'ai quand même une équipe qui est potentiellement plus au courant de ce qui va se passer au niveau ravitaillement que moi. Et puis, je vais compter sur eux pour gérer cette portion-là, surtout gérer la portion conduite et tout ça. Mais effectivement, la diag, c'est pas une course qui est facile à ravitailler. Puis je me compte chanceuse d'avoir une équipe aussi aussi complète que ça. Et c'est tous des gens qui vont pouvoir aussi courir pour se rendre aux endroits s'il y a besoin. C'est très cool, ça. C'est une course qui est longue, qui est très, très chaude. Qu'est-ce que tu fais présentement spécifiquement pour t'y préparer? Puis, je te continue de t'écouter, Marianne, mais je viens de voir que j'ai pas plugué mon ordi puis je vois la batterie descendre. Fait que je te laisse répondre à ma question. Je t'écoute en me C'est repluguant. bon. C'est bon.
Alors, au niveau de l'adaptation, mais c'est sûr que je pense qu'arriver, comme là, j'ai fait 3 semaines en amont de la course, c'est sûr que ça me prépare à m'adapter à la température. Là, les amis chez qui j'étais, ils m'expliquaient que effectivement la température est pas trop chaude en ce moment, mais que ça va continuer d'augmenter là, jusqu'au jour de la course. Donc, c'est bien parce que je m'adapte en conséquence, mais ben, en amont d'arriver ici, c'est sûr que j'ai fait du sauna et je continue d'en faire un peu là, ici lorsque je peux. D'ailleurs, au début de cet épisode, j'avais la face beaucoup plus rouge que j'ai en ce moment parce que je sortais d'une séance de sauna. Donc, c'est la preuve que oui, je fais mon travail pour m'adapter à la chaleur. On voit la teinte de rouge tranquillement descendre, c'est parfait. Tranquillement descendre, ouais. C'est devenu ta tradition de faire du sauna, ça fait partie de ta préparation. T'en parlais, tu le faisais pour la western, pour l'acclimatation, tu le poursuis ici. Ça fait partie de ton processus. Ouais, ça fait partie du processus. Puis honnêtement, processus ou pas, le sauna, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Je trouve ça fun parce que je vais là-dedans. Puis en fait, je fais pas grand-chose pendant X nombre de temps. Puis c'est un peu un moment méditatif. Ça ressemble un peu à du yoga pour moi. Ou en fait, j'aime ça. Donc, je sais pas à quel point ça aide, mais mentalement, c'est sûr que ça nuit pas. Puis je le fais aussi par plaisir et ouais, j'aime ça. C'est cool. Hey Marianne, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on continue ça de l'autre côté. Le Québec Mégatrail est de retour en 2026 pour une 14e édition, puis aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de sécurité et d'équipe médicale. Je le sais, c'est pas le sujet le plus sexy, mais je t'ai déjà parlé de la beauté des paysages. Fait que parlons sécurité, parce que quand tu te lances sur un défi de trail, c'est sécurisant de savoir que si t'arrive quelque chose, ben tu resteras pas pogné dans le fond du bois à attendre toute la journée. Au QMT, le niveau de sécurité pour les coureurs est parmi les meilleurs au monde. Le QMT a toujours mis un accent particulier sur son équipe médicale, puis c'est pas pour rien qu'ils sont devenus une référence mondiale en la matière. Leurs médics font pas juste attendre dans les ravitaux, ils parcourent les sentiers avec les coureurs puis sont formés pour gérer à peu près toutes les situations possibles. Puis ça, ben c'est sécurisant, on peut partir l'esprit tranquille sur nos défis de fou. Pas pire, hein? Il reste quelques dossards pour l'année prochaine, fait que niaise pas, ultratrailcanada.com. Je vous parle du Crew Run Club depuis quelques épisodes, le centre d'entraînement spécialisé en course à pied qui est situé à Québec. On le sait tous, courir c'est naturel, mais ça ne veut pas dire que ton corps bouge toujours de la bonne façon. L'évaluation fonctionnelle du Crew Run Club, ben, c'est comme un scan de ta mécanique de course. Tu veux savoir si ta foulée est efficace, si tu compenses avec tes hanches ou tes chevilles, si tu risques de te blesser, ben, l'équipe d'experts analyse tes mouvements, identifie tes faiblesses puis te donne des exercices concrets pour optimiser ta course. C'est super utile que tu sois débutant ou avancé. Bref, c'est un check-up qui peut t'éviter ben des pépins puis t'aider à performer mieux. Pour booker ton évaluation, ben, ça se passe sur lecrewrunclub.ca. On dit souvent que Western State et UTMB dans la même saison, c'est un turnaround qui est difficile parce que c'est deux courses très différentes en profil, sont quand même proches. Il y a 7 semaines entre les deux, c'est peu de temps pour récupérer. C'est des contextes complètement différents aussi. Une très chaude et roulante, l'autre plutôt au climat alpin, mais qui peut être changeant. Est-ce que Western State est diagonal, même s'ils ont des profils différents? Il y a l'aspect chaleur, il y a l'aspect, la nutrition en contexte de grosse chaleur, c'est différent aussi de les faire dans la même saison, d'apprendre de une puis de l'appliquer à l'autre. C'est un turnaround qui a plus de sens, tu penses? Ben, tu sais, moi, je trouve que le turnaround fait plus de sens dans le sens que, ben, t'as l'option de bien récupérer après le summer, la Western. Je pense que si tu veux faire la Western et l'UTMB, le turnaround de récupération est pas énorme et c'est sûr que tu prends le risque de te taxer à long terme. Tandis que si tu prépares la Western et la Diag, tu as vraiment l'option de, comme moi, j'ai pris 3 semaines complètement off, j'ai rien fait du tout. Et puis, tu vois, là, je commence à me sentir de plus en plus en forme. Donc, tu as quand même le temps de prendre du temps off, de rebâtir. Et donc, je pense que c'est vraiment ça, la nuance là, entre les deux doublés, si on veut. Je pense qu'effectivement, oui, bon, l'adaptation, comme tu dis, il y a une similitude. Par contre, si je refaisais pas une adaptation à la chaleur, tu la perds vite, là, l'adaptation à la chaleur. Donc, je dirais pas que ça t'aide nécessairement. C'est juste que ben, tu es un peu dans les mêmes cordes. Mais non, je pense que c'est quand même très différent, juste parce que, ben, comme on disait en début d'épisode, les parcours ici sont tellement techniques que ça n'a rien à voir avec la western. Là. Je pense que ton cerveau, ouais,
je peux même pas t'expliquer, là, je suis allée faire 30 kilos, ça m'a pris 6 heures, alors qu'à la Western, je pouvais en faire 60, 70 en 6 heures, là. C'est vraiment pas la même game, puis c'est une adaptation complètement différente. Il y en a qui vivent l'adaptation beaucoup plus facilement. Moi, c'est certain que ben, je suis un peu handicapée à ce côté-là avec, avec mon pied pingouin, mais petit à petit, mon cerveau il s'adapte, puis je pense que je vais être en mesure de m'être adaptée d'ici la course, mais c'est important pour moi de venir d'avance pour venir adapter. Je pense que c'est vraiment ça la différence clé là, entre les deux. Tu parles de la durée de la course qui est plus longue nécessairement. Je regardais pendant que tu parlais, tu sais, ta plus longue course en durée, tu as pris à peu près 24 heures, ton premier UTMB. Là, tu le sais que tu pars pour plus que ça, parce que si tu fais le même chrono à la diagonale, tu as un record du parcours de tous les temps. C'est une course qui prend plus de temps. Est-ce que dans ta préparation, est-ce que c'est un facteur que tu considères, tu sais, la sleep deprivation, le manque de sommeil va nécessairement être plus grand, c'est une plus longue journée au boulot. Est-ce que ça fait partie des réflexions de la préparation? Non, pas pour moi. Je pense que ce qui fait partie plus de la réflexion, c'est peut-être plus du travail musculaire et vraiment ben, de s'habituer au type de parcours. Mais je pense que bon, le sleep deprivation, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on devrait pratiquer. Je pense que on devrait justement pas le pratiquer puis arriver plus reposé le jour de la course. Euh, et puis le jour de la course, s'adapter quand on va manquer un peu de sommeil. Mais non, c'est pas quelque chose qui. En fait, pour moi, c'est plus important d'arriver bien préparé musculairement et physiquement que les détails comme ça. Je pense que les détails comme ça, c'est mieux de les affronter le jour de la course puis t'adapter en conséquence. Ah va être très le fun à suivre en tout cas. Il y a une question que je voulais te poser qui est très champ gauche, qui n'a pas rapport avec la Diag, mais euh, les championnats mondiaux viennent de se terminer au moment où on enregistre. Euh, Ouais. j'ai senti cette année qu'il y a un changement dans le sens où il y a une attention encore plus grande qui se porte vers ces championnats mondiaux-là. Par le passé, on voyait des athlètes qu'on voit sur l'UTMB World Series, l'Ultra Trail World Tour à l'époque, les World Trail Majors, ces grandes séries-là avec des UTMB, des Western, des Hard Rock qui sont les courses qui sont un peu les championnats mondiaux. Entre nous autres, on le disait tout, l'UTMB avait une concentration d'athlètes beaucoup plus grande que les championnats mondiaux, surtout les longues distances. Je pense que les championnats mondiaux de course en montagne ont toujours été extrêmement compétitifs, mais sur des distances, le trail long, le trail court, on le voyait 2019, 2021, 2022, il y avait de plus en plus d'athlètes du réseau classique du trail qui allaient l'essayer, mais là, cette année, beaucoup de monde était là. Une Katie Scheid, un Jim Wamsley, il y avait une grosse concentration. Est-ce que toi, comme athlète d'ultra-endurance qui a fait ces courses-là, l'UTMB, Western, est-ce qu'il y a un intérêt peut-être dans le futur à aller s'amuser sur les championnats mondiaux puis compétitionner sur un format qui est, entre guillemets, plus court? Oui, oui. Je pense que c'est une question qui est chargée, même si j'imagine que tu n'avais pas l'impression que c'était une question chargée, mais en fait, pour moi, je trouve encore que le sport a besoin d'évoluer beaucoup pour que les championnats du monde soient vraiment reconnus comme, en fait, pour qu'on puisse dire, oui, effectivement, c'est la meilleure activité. Par exemple, si tu prends un autre sport où, par exemple, les championnats ben, le cyclisme, c'est peut-être pas le cas, mais par exemple, le triathlon. Le triathlon, je pense qu'on peut tous se dire que ben, les championnats du monde, tous les meilleurs athlètes se présentent sur la ligne de départ des championnats du monde parce que c'est fédéré par en fait, c'est la Fédération internationale de triathlon qui fait en sorte que ça, c'est l'événement clé, c'est vraiment l'événement le plus populaire. Et chaque pays a une fédération qui font vraiment tout en leur possible pour envoyer les athlètes et supporter les athlètes pour les envoyer là. Alors, le trail, c'est vraiment particulier parce que ben, nous, en fait, on n'est pas nécessairement la fédération, oui, elle a un impact sur notre développement en tant que sportif trailer, mais je veux dire, la fédération, par exemple, la Fédération de course en montagne canadienne, ben, ça fait partie de l'athlétisme Canada. Et c'est certain que ben c'est pas la priorité. Le budget est pas nécessairement très élevé pour envoyer l'équipe canadienne au championnat du monde. Et puis nous, on est plutôt, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, ben on est supporté par des marques qui ne sont pas nécessairement mis de l'avant lors des championnats du monde parce qu'on doit porter les marques qui sont
donné par la fédération. Donc, chaque Mhm. fédération, par exemple, l'équipe américaine avait Nike, l'équipe canadienne avait Nike aussi, je pense. J'ai pas remarqué, mais ouais, effectivement, tu vois que tout le monde a le même maillot, tout le monde a le même équipement, sauf les Ouais. choses d'un pied, là. Ouais, donc c'est vraiment un sujet qui est particulier parce qu'effectivement, les championnats du monde, t'aimerais que tous les meilleurs athlètes au monde se présentent sur la ligne de part et je pense qu'on s'aligne là-dessus et je pense qu'on s'en va dans une direction où de plus en plus, en fait, les athlètes donnent une importance aux championnats du monde et c'est beau à voir et j'aimerais ça le voir et j'aimerais ça l'encourager et pour qu'on soit clair, je m'implique au niveau de la fédération pour justement développer l'équipe canadienne et tout ça. Donc ça, c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, je pense, à noter que il y a quand même une différence entre un 80 km dans les Pyrénées et les 100 miles pour lesquels je me prépare. Donc oui, je fais de l'ultra, mais c'est deux courses complètement différentes. Et puis si une année, je veux me lancer sur les championnats du monde, je pense que ben, ça mérite une préparation en soi. Et cette année, tu vois, moi, je m'alignais plus pour faire l'UTMB. Finalement, ça a pas marché, mais la sélection pour l'équipe canadienne était passée, puis il était trop tard. Fait qu'il y a beaucoup de questions logistiques qui font en sorte que, en fait, tu peux pas juste décider dans la minute de te pointer pour le championnat du monde, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment une plus grande implication globale de la. En fait, j'aimerais ça voir que la fédération puisse, en fait, qu'il y ait une union fédérale qui gère un peu plus ça pour dire que oui, les championnats du monde sont ci et les athlètes devraient s'y présenter. Versus, par exemple, l'UTMB qui va toujours demeurer un peu en quelque sorte les championnats du monde, les Olympiques Ben oui. du trail à chaque année. Et puis, je pense qu'on était un peu là à une croisée des chemins où, effectivement, cette année, il y a eu une grosse présence d'athlètes au championnat du monde. On n'a pas eu tous les athlètes, mais une plus grande participation. Et c'est nouveau aussi depuis les quelques dernières années que, par exemple, l'événement des championnats du monde combine et les championnats du monde de course en montagne et les championnats du cours de trail long et court. Donc, c'est vraiment, je pense, on est dans on est dans une période de transition. Et je trouve ça beau de voir que ben, il y a de plus en plus de participation et éventuellement, je pense que j'aimerais y participer. Je trouve ça beau de voir aussi que l'équipe Canada a aussi bien performé parce on a d'incroyablement bons athlètes au Canada. Et puis, c'est beau de voir qu'ils ont monté sur le podium dans la course verticale. Je pense qu'on a aussi beaucoup de potentiel sur les courses plus longues. J'ai vu que Jasmine a fini Ouais. quatrième dans le trail. Ça, c'est super cool. Puis, je pense que oui, effectivement, on a beaucoup de potentiel, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi pour s'assurer que ben, les athlètes, en fait, on ait la possibilité et le support nécessaire pour se présenter à ces courses-là. Parce que sinon, en ce moment, c'est sûr que ben, te présenter au championnat du monde, tu dois quand même défrayer des coûts en tant qu'athlète versus d'autres courses sur le circuit, ce qui, pour moi, ne fait pas nécessairement beaucoup de sens. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Puis ça va être intéressant de voir un peu entre guillemets, les jeux de pouvoir se jouer dans les prochaines années parce que là, cette année, on a vu, par exemple, l'équipe française qui a demandé à ses coureurs de ne pas faire d'autres événements 45 jours avant les championnats du monde, ce qui a fait que l'UTMB avait, tu sais, sur l'OCC, par exemple, le top 10 de l'OCC était aux championnats mondiaux dans le trail long ou le trail court, mais il n'y avait aucun Français là-dedans parce que tous les athlètes français, dont les deux vice-champions du monde, là, les deux Français qui ont terminé deuxième à égalité, étaient pas à l'UTMB. Fait que là, il y a un petit jeu de pouvoir où certains athlètes peuvent plus le faire alors qu'un Jim Wansley a pu se taper l'UTMB et les championnats du monde en préparation l'un de l'autre. L'ITRA est au cœur. Il s'est tapé un OCC Oui, oui, et c'est ça, oui, c'est exact. quand même L'UTMB comme c'est quand événement. même Oui, oui, ouais. effectivement. Non, je pense que UTMB, 170 kilos et les mondiaux, je pense qu'il y a personne qui l'a fait parce que c'est quand même 3 semaines, mais effectivement, Ouais. l'OCC voyait une concentration d'athlètes qui se préparaient pour les mondiaux. Mais là, on voit aussi l'ITRA qui est très présente dans l'organisation des championnats mondiaux.
En parallèle, on sait que l'UTMB a parti son propre index, il y a une petite confrontation entre l'UTMB, l'ITRA et tout. Les événements sont proches l'un de l'autre, souvent les mondiaux, comme là, c'était à Ouais, 3 semaines. Ça va être intéressant de voir tout ça se placer parce que je pense qu'il y a une volonté dans notre sport de le fédérer, comme tu le dis, puis de pas se cannibaliser non plus dans le sens où les athlètes qui ont ce qu'il faut pour être champion du monde, puis si on veut vraiment que le ou la championne du monde soit reconnue comme telle, ben, à 3 semaines de l'autre événement qui est carrément les championnats du monde de facto. Tu sais, en ce moment, mettons une Ruth Croft, là. C'est qui la championne du ouais. monde? C'est qui la meilleure au monde selon les résultats 2025? Est-ce que c'est Abby Hall qui a gagné la Western? Est-ce que c'est Ruth Croft qui a gagné l'UTMB? Ou c'est Katie Shaw qui a gagné les championnats du monde de très long? Ben, les trois ne se sont pas battus l'une contre l'autre dans le même événement Ouais. ensemble pour savoir qui cette année est vraiment la championne du monde. Ben, est-ce que l'objectif est de pouvoir vraiment l'identifier avec les championnats du monde, permettre de couronner? Ben, il n'y a pas le format 100 000, c'est proche du TMB. Fait que, tu sais, c'est plein de choses qui, en ce moment, c'est des pièces de casse-tête qui sont pas encore pris leur place définitive, j'ai l'impression. Quand tu regardes Ouais. d'autres sports, il y a des jalons importants. T'sais, en trail, année après année, quand on regarde l'ultra-distance, le très long, ben, Western, Hard Rock, UTMB sont un peu des jalons diagonales. C'est comme les 4 grandes courses. Laquelle est les championnats du monde? Il n'y en a pas, mais là, tu as le 5e élément qui arrive, qui est les championnats du monde. Fait que tout n'est pas encore placé, j'ai l'impression. Ouais. Tout n'est pas encore placé, puis ça va être compliqué parce que justement, il n'y a pas une fédération qui gère toutes les courses que tu as mentionnées. Et non seulement ça, mais ils ne se communiquent pas nécessairement au niveau des dates. Donc, effectivement, je pense que ben, un des plus gros problèmes que j'avais des championnats du monde cette année, c'était effectivement qu'il était 3 semaines après l'UTMB. Alors que moi, je voulais faire l'UTMB, donc 3 semaines après, je me disais non, ça ne marche pas du tout pour moi. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'effectivement, potentiellement, que les championnats du monde pourraient être considérés un peu plus comme les championnats du monde s'ils étaient à une date assez éloignée des courses que tu as mentionnées, puisqu'on pourrait se retrouver avec tous les athlètes présents sur la ligne de départ qui pourraient potentiellement être qualifiés de champions du monde. Donc, je pense que petit à petit, je pense qu'on s'enligne là-dessus, si je me rappelle bien, en 2027, parce que maintenant, les championnats du monde, c'est à chaque 2 ans. Ouais. Donc, en 2027, ça va être en octobre. OK. Euh, donc, et je sais pas, là, je suis pas certaine, je me rappelle plus si tu as la chance, si tu as un ordi puis tu veux le Ouais, googler je pendant check qu'on à parle. l'instant. Regarde ça, mais je pense que c'est en octobre et je pense que dans ce cas-là, ça ferait un peu plus de sens parce qu'effectivement, l'athlète qui court la Western pourrait s'y présenter, l'athlète qui court à droite pourrait s'y présenter, l'UTMB aussi. Donc ça, je trouve ça cool, mais n'empêche que effectivement cette année, les championnats du monde ont quand même pris un degré d'ampleur. Mhm. Moi, j'ai été surprise de voir, en fait, la liste de participantes à l'UTMB, je l'ai trouvée beaucoup moindre, en fait, beaucoup moins grande. Là, je me prononce que sur les femmes parce que je me suis portée plus sur les femmes, évidemment, en suivant la course de Cannes, mais j'ai trouvé le nombre de participantes, mettons au côté UTMB élevé, beaucoup plus petite sur l'UTMB Mhm. parce que j'ai l'impression que beaucoup de coureuses comptaient aussi faire les championnats du monde et donc il y en a eu beaucoup plus d'entre elles qui ont fait soit la CCC ou l'OCC. Donc ça a eu un impact. Et donc, ouais, moi, je me surprendrais pas à dire que ben, d'année après année, potentiellement, que les championnats du monde prendraient plus d'ampleur. Et s'ils prennent plus d'ampleur, ben, potentiellement que les fédérations peuvent supporter plus leur équipe et amener plus de budget pour le développement de leur équipe, ouais. Ouais, exact. Ben, cette année, c'était l'OCC qui était avec la plus grande concentration d'athlètes. Puis on a Ouais, vu des athlètes de longue distance. Tu parlais de Jasmine Lauter, la Canadienne. Rosanna Bukauer, l'Allemande. Tu sais, c'est des athlètes qui, naturellement, sont plus sur des CCC, UTMB, sont sur de la longue distance, qui ont opté pour l'OCC parce que je pense que c'était un turnaround qui avait du sens de faire un 50-60K cette année, 3 semaines avant. ouais, Tu sais, ça peut être une espèce de dernière grosse préparation. Mais il y a une mini cannibalisation qui se fait comme ça. Pendant que tu parlais, je suis allé voir, puis en 2027 à Cape Town, c'est du 6 au 10 octobre. Fait que ça devient qu'un ouais, turnaround plus intéressant où je pense que de faire un UTMB et de récupérer pour un 6 octobre, c'est ambitieux, mais c'est déjà plus réaliste peut-être que ouais. là, cette année, mi-septembre, là. Ouais, ouais, mi-septembre, moi, je trouvais ça beaucoup trop short. Et c'est pour ça que moi, j'avais jamais soumis ma candidature. Mais même là, tu vois, le 6 à 7 octobre, si je fais l'UTMB en 2027, je suis pas certaine que je suis prête à faire un 80 kilos le 6 ou 7 octobre. Donc, c'est toujours des choix qui sont quand même difficiles. Puis je trouve ça dommage parce que, mais de l'autre côté,
il y a pas non plus une solution miracle parce que si tu la mets plus tôt dans l'année, ben là, c'est sûr que ça peut venir mettre en jeu la Western. Par contre, tu vois, moi, je les verrais plus, les championnats du monde, je les verrais plus au mois de mai-juin pour que, en fait, c'est sur ça pourrait même être une course préparative pour les summers de l'été. Donc, c'est sûr Ouais. que c'est un sujet qui est compliqué. Puis ouais, ça a beaucoup, beaucoup de dimensions. Il y a beaucoup de dimensions qui sont dures à expliquer complètement sur le podcast, Ouais. Non, mais c'est mais, intéressant. Je pensais pas ouvrir cette boîte-là avec ma question, puis je trouve ça hyper intéressant d'avoir la perspective d'une athlète qui veut participer à ces championnats du monde-là de facto, les UTMB Western, et aussi peut-être ouais, les championnats du monde. Puis, comme tu dis, peut-être que si c'était tôt dans la saison, tu sais, sur le 80, le trail long, t'as un mix d'athlètes qui sont spécialisés sur du 50, du 80, tu sais, des gens qui font l'OCC UTMB, l'OCC ou la CCC, des Stian et ces athlètes-là qu'on voit année après année sur des formats longs qui tournent un peu le dos à la Golden Trail qui a un peu raccourci ses formats. Tu sais, à un moment donné, la Golden Trail, la Skyrunner World Series, t'avais du 50, là on est retombé plus sur du 30. Puis les UTMB et tout. Fait que ces athlètes-là peuvent s'entraîner sur le trail long puis compétitionner. Puis des athlètes de 100 miles, de 100 kilos comme Jim Wamsley et Katie Scheidt qui ont remporté cette année. C'est des gens qu'on voit sur du format long. Mais de faire un 80 en mai, c'est souvent ce qu'on va voir des athlètes faire avec une course préparative avant Western UTMB. Fait que tu aurais tout le monde concentré et qui physiquement, ça a du sens de le faire de cette façon-là. Tu sais, Jim Wamsley, s'il n'avait pas été blessé cette année, s'il avait fait la Western et peut-être même l'UTMB, on l'aurait-tu vu faire un 80 puis gagner puis être champion du monde? Tu sais, il l'a carrément dit, il hésitait entre l'UTMB 170 ou les championnats du monde quand cet été il reprenait après blessure. Fait que tout ça, c'est des bonnes questions. ouais. Je pense que j'inviterais tous ceux qui sont les décideurs à écouter cet épisode-ci puis à y réfléchir pour 2029. Fait que je pense que on a cette portée-là. Mai 2029, championnat du monde, ça a bien du sens. Fait que je pense que c'est décidé. Mais je pense qu'on est plusieurs avec cette opinion-là que les Ouais. championnats du monde devraient être au mois de. Moi, je pense que le mois de mai, ce serait potentiellement une date idéale parce que ça nous donne assez de temps de préparation et assez de temps de repos pour n'importe quelle course qu'on voudrait faire dans le futur avec un 80 kilos, par exemple. Début mai, moi, je pense que ce serait vraiment une période idéale, mais bon, c'est sûr que les championnats du monde incluent aussi plusieurs autres courses, puis les Ben oui. 80 kilos, c'est pas nécessairement ce qui devrait gérer tout ça, puis mais bon, je pense que c'est des bons problèmes à savoir qu'il y a beaucoup de courses qu'on peut faire. Puis je trouve ça cool de voir qu'on a beaucoup d'options comme ça. Mais c'est sûr que je pense que ce qui manque à notre sport actuellement, c'est une course qui vraiment rassemble tous les meilleurs coureurs, sans aucun doute, année après année, qui couronne le champion de l'année. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sports là, mais bon, c'est aussi ce qui amène un peu la particularité de notre sport puis qui le rend cool. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça délicat de dire ben, le terme champion du monde, ouais, en fait, évidemment, je trouve ça vraiment cool, mais je trouve que c'est délicat quand t'as aussi l'UTMB qui dit que c'est, ben, tu sais, je sais pas, je sais même pas comment il appelle ça, là, Sommet c'est mondial le du World trail. Series, là. Ouais, le sommet mondial du trail, tu vois Les ce que je veux dire? finales C'est de un la peu, World Series, puis ouais, les finales de World Series versus les championnats du monde, et donc c'est ouais. ça commence à être beaucoup de champions, Ouais. champions du monde en quelque sorte. Oui, puis on parle des longues distances parce que c'est ta spécialité, mais je pense que c'est pareil pour le trail court. Tu sais, la personne qui gagne Sierzinal, la personne qui gagne la Golden Trail World Series, puis la personne qui gagne les mondiaux, les trois peuvent être sacrés champions du monde parce que Sierzinal, c'est toujours un field complètement fou. La Golden Trail, ben, tu sais, je veux Ouais, pas, ça a un format un peu comme les Coupes du monde de ski et autres, que c'est pas juste la meilleure personne à une journée pendant une course qui est couronnée, c'est quelqu'un qui a accumulé des points, qui a été le plus solide d'une course à l'autre. Fait que, tu sais, après ça, c'est pareil de leur côté. Je pense qu'à toutes les distances, cette ouais. question-là se pose. Fait que le seul problème, je t'écoutais en parlant de début mai, c'est qu'on ne pourra jamais avoir les championnats mondiaux au Québec. Ça, c'est la seule affaire. Fait que si c'est mai, ça marche pas. En tout cas, on lance ça dans l'univers, mais c'est intéressant d'aller plus loin que la diagonale, de parler d'autres choses, puis d'aborder ça, ces championnats mondiaux-là. Puis c'est un très bon point ce que tu amènes. C'est très intéressant, ce questionnement-là. Puis je pense que ça démontre que notre sport est encore en évolution, puis encore en train de se placer, puis se normer, puis d'essayer. Puis le trail il demeure une bébite particulière parce que
dans des sports plus courts en effort, c'est possible d'en faire plusieurs, mais là, même si demain matin, ils sont en mai, puis même si ils font, on veut du trail long, du trail long, tu sais, on ajoute une nouvelle épreuve, puis c'est un 140 km aux championnats mondiaux. Encore là, la question va se poser parce qu'on peut pas demander à des athlètes de faire 500 000 dans une année. Il y en a qui le font, mais c'est très rare. Fait que ça devient complexe et tout ça. Fait que c'est un bon casse-tête, mais c'est intéressant de voir les choses se placer. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Et puis, oui, moi, je parlais beaucoup des athlètes ultra, mais j'allais dire que c'est la même chose pour le trail court. Par exemple, les athlètes qui gagnent la Golden Trail Series ou qui sont dans le top 10 de la Golden Trail n'étaient pas nécessairement au départ des championnats du monde. C'est vrai. Je pense que c'est représentatif de beaucoup d'événements de course en montagne. Donc, c'est pas juste, moi, j'ai parlé d'ultra parce qu'évidemment, c'est plus ma spécialité, mais effectivement, ça se retrouve à tous les niveaux, là. Oui, puis on a déjà parlé, le sport se spécialise, se surspécialise, puis un athlète qui fait du 30-40 km, qui s'entraîne pour gagner Cerzinal, va te dire que le très long à 50 km des Pyrénées, qui prenait 5-6 heures parce qu'il était hyper technique, puis le classique up and down qui se gagne en 1h15, c'est pas du tout le même genre d'effort que quelqu'un qui fait Cerzinal, qui est 30 km. On est rendu dans cette surspécialisation-là où c'est 3 disciplines quasiment différentes, puis on en voit peu qui sautent d'une à l'autre. Fait que, en tout cas, on refera pas le monde ce matin, mais c'est intéressant de se questionner là-dessus. Merci beaucoup de ton temps. On peut essayer. Ben oui, on peut essayer, exactement. Bonne fin de préparation pour la diagonale. Au moment où l'épisode va paraître, la course va être le lendemain. Je sors ça dans une dizaine de jours, fait qu'on va être tout près de la course. J'encourage tous les Québécois à suivre la diagonale puis à t'encourager à distance. Je pense que tu vas avoir une communauté trail québécoise au complet derrière toi pour cette course-là. On salue aussi Anne Champagne, la Québécoise, qui va être sur place sur la diagonale. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres Québécois qui participent au Grand Raid, mais vous êtes les 2 noms que je sais au moment où on enregistre qui sont là. Je cherchais la start list tantôt, je la voyais pas. Julie Lesage qui fait la Julie Lesage qui fait la trail de Bourbon. Le Bourbon, c'est vrai. La trail du Bourbon. C'est vrai. Bon, on souhaite une bonne course à Julie. On la salue aussi. On la salue. Fait qu'on salue ce trio de femmes-là. Excellent. Bonne fin de préparation, Marianne, puis merci beaucoup de ton temps ce matin. Merci à toi. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal et qui est le nouveau partenaire officiel de la Diagonale, en fait du Grand Raid. Ils ont fait l'annonce il y a quelques semaines, mais NAC élargit encore sa diffusion internationale après l'UTMB World Series, après les grandes courses. Le Grand Raid embarque dans le bateau, donc NAC va être là. Donc tu vas avoir du NAC dans les ravitaux, c'est une bonne nouvelle. Merci aussi à Café Charlevoix pour mon excellent café ce matin. Merci à Mox Mocktail et à Noctem. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.